Salut et bienvenue dans Môme, le podcast qui parle du désir ou du non-désir d'enfants. C'est parti. Elle devient quoi alors? Elle est quoi alors à ce moment-là dans le... Elle est une machine à faire des enfants? Eh bien, j'aurais jamais pensé en avoir tant, mais enfin, si vous voulez. On les a maintenant, hein. Le schéma le plus courant, c'est papa, maman et 2 enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? On met des enfants au monde puis on les élève pas, alors je trouve que c'est pas bien. Et quand vous aurez des enfants, vous cesserez de travailler? Ça, je sais pas. Pourquoi vous poussez un soupir? Je m'appelle Laura et une fois par mois, j'irai à la rencontre d'un être humain pour lui poser la question « Et toi, t'en veux des mômes ?» Pour ce 4e épisode, j'avais envie de te faire voyager un peu. Je suis donc partie en Belgique, à Liège plus précisément, pour rencontrer une jeune maman épanouie, Mélanie. Comme j'ai pu le dire dans la bande-annonce du podcast, il n'y a pas un seul et bon chemin concernant la maternité ou la non-maternité. Alors cette fois, on va parler de désir d'enfant, et pas que d'un seul, de ce soi-disant instinct maternel, d'un accouchement un peu long, et d'une vie simple et épanouie avec un enfant. Et ça fait du bien. Si l'épisode te plaît, tu peux soutenir le podcast en me mettant une petite note ou un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast, ou en faisant un petit tour sur ma page Tipeee. Bonne écoute! J'y vais. Bonjour, moi c'est Mélanie. Je viens de Belgique, de Liège, on l'entend à mon accent. Je suis infirmière à domicile, j'ai 29 ans. C'est difficile. Je suis née dans la région de Liège et j'ai toujours vécu dans ma petite campagne, voilà, avec mes parents. J'ai plus ma maman, elle est décédée en 2012 d'un cancer et j'ai toujours mon papa qui vit toujours chez lui, dans la campagne. Et ici, moi, je suis en couple et j'ai une petite fille de 21 mois. Mon enfance est relativement bien passée. Je veux dire, j'ai pas eu une très bonne relation avec mon papa, mais bien avec ma maman. Et de ma sœur, j'ai aussi une grande sœur qui a 6 ans de plus que moi. Je suis pas tellement proche non plus, mais non bien, parce que on a eu un enfant dans la même année, à 3 mois d'intervalle. Donc on est chacune marraine de la fille de l'autre. Mais on se voit, mais ce n'est pas à elle, à qui je vais confier tous mes petits soucis, etc. J'ai bien vécu mon adolescence. J'étais une fille très stressée, très sage. Donc j'ai jamais vraiment fait de folie pendant mon adolescence. J'ai été fort dans mes études. Et je suis toujours comme ça d'ailleurs. Je suis toujours assez une personne très stressée, très carrée. Donc voilà, mais... Même si parfois ça se regrette un peu parce qu'on aurait bien voulu profiter et que maintenant qu'on a un enfant, on se dit que c'est plus compliqué. Mais sinon, mon adolescence s'est quand même bien passée. J'ai jamais fait de grosses bêtises, je veux dire. Voilà. Mais voilà, c'était fort études. Même si j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais faire. Et ma maman était infirmière. Et puis finalement, je suis devenue infirmière un peu par hasard. Parce que je ne m'étais jamais dit que j'allais faire infirmière. Parce que quand j'étais petite, je disais tout le temps, je ne serai jamais infirmière parce que tu n'es jamais là aux fêtes de famille ou tu es avec ton horaire. Et puis finalement, comme quoi, j'ai changé d'avis. Mon éducation a été fort stricte. On ne parlait pas beaucoup dans la famille. Donc du coup, ça a joué sur beaucoup de choses, je pense. Mais sinon, voilà, j'avais une bonne relation avec ma mère, mais pas non plus... ça restait fort... on n'allait pas dans les détails, quoi. C'était l'éducation un peu d'avant, je vais dire. Chacun garde ce qu'il a à dire pour soi et on n'en parle pas, quoi. À 18 ans, j'ai eu pas mon premier copain parce que même avant, on a quand même des petits flirts, on va dire ça, même si je ne suis pas née dans les années 60. Mais j'avais des copains, mais voilà, sur une petite durée. Et à partir de mes 18 ans, je suis sortie avec un garçon pendant 6 ans. Donc ça a été vraiment la première grande relation. Et puis j'ai été célibataire pendant 1 an et puis j'ai rencontré mon copain actuel avec qui j'ai une petite fille et ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, c'est très calme, j'ai pas grand chose à dire. Donc voilà. Okay. Donc première question, pourquoi tu as fait le choix de faire un enfant ? En fait, c'est pas un choix pour moi. Pour moi, c'est ma suite logique à moi. Je me suis toujours dit, ça me paraissait normal d'avoir 1, 2, 3 enfants
Je me suis toujours imaginée comme ça, j'ai jamais réfléchi à en fait non, t'es pas obligé d'avoir des enfants. Donc moi c'est pas vraiment un choix. C'est vraiment partie du schéma familial aussi, de tout ce qui m'entourait. Et j'y ai quand même réfléchi parce que ça se réfléchit d'avoir un enfant, on fait pas ça comme ça, mais d'un côté, inconsciemment, on n'y réfléchit pas, on se dit voilà, on est en couple, c'est peut-être le bon moment entre guillemets, même s'il n'y a jamais vraiment de bon moment, mais non, c'est pas un choix, c'est pas un choix, c'est ma suite logique. Ok. Parce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question de faire un enfant. Enfin, s'il y a eu... Parce que tu dis qu'il n'y a pas eu de choix, mais tu as quand même à un moment donné fait le choix. Bien sûr. Ma question, c'est quelle question tu t'es posée? La première question, c'est est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable d'être maman? Parce que j'avais pas non plus eu un super exemple familial. Voilà, j'étais pas non plus hyper proche de mes parents. Donc, est-ce que je suis capable et surtout, comment est-ce que je vais faire pour ne pas reproduire le schéma familial vécu? Et comment est-ce que je vais faire pour moi arriver à mon schéma familial idéal, entre guillemets? C'est quoi ton schéma familial idéal, ouais? C'est une communication mais présente énormément. À contrario de ce que j'ai eu moi, c'est vraiment la communication. Elle doit être là, je dois pas, et surtout ne pas voir ma fille comme quelque chose qui m'appartient. Je dois voir ma fille comme un petit être humain que je dois aider à mettre sur le bon chemin, je vais dire. Mais quels que soient ses choix, même si c'est pas évident et même si elle est encore toute petite, donc je suis pas vraiment l'exemple, voilà. Mais la laisser vivre et la laisser, l'aider à grandir, mais ne pas l'obliger ou l'enfermer dans des chemins que je voudrais moi, mais voilà, l'aider à évoluer et communiquer. C'est vraiment ça que je trouve qui est hyper important et c'est ça qui manque sûrement dans beaucoup de familles et encore, j'en sais rien, mais dans la mienne en tout cas. Et je pense que ça m'aurait fait grandir autrement s'il y avait plus de communication. Et donc du coup, ça serait quoi ton premier souvenir de ton envie d'enfant? Mon premier souvenir d'envie d'enfant, je pense que, si on peut appeler ça une envie d'enfant, mais c'était quand on est petit, on mime un petit peu, il y a ce mimétisme-là de tout ce qui nous entoure et c'est jouer à papa, maman et ça vient de là, je pense. Je me suis toujours dit que je serais maman comme ça, j'avais des poupées, voilà, c'était ça mon jeu principal, c'était de faire la maman, quoi. Donc, et puis après, j'étais animatrice aussi au Patro et ça reste là-dedans aussi, on materne un petit peu et voilà, j'ai pas vraiment de souvenirs précis, mais ça vient de loin. Même enfant, on se dit toujours oh plus tard, mon enfant, je l'appellerai comme ça ou comme ça. Voilà, ça vient vraiment, de manière automatique en fait. Maintenant que tu sais que c'est pas forcément une suite logique, est-ce que tu te poses les choses autrement ou pas? Oui, sincèrement, je suis très heureuse d'avoir ma fille, etc. Mais c'est pas évident d'avoir un enfant et c'est pas comme on le pense, c'est pas une chose non plus naturelle qui vient naturellement en fait. Mais ça on s'en rend compte après, quand il est là. Je me vois toujours dans ce schéma-là d'en avoir, mais j'aurais pu me dire que j'aurais pu ne pas en avoir et ça ne m'aurait pas affecté de la même manière, je pense. Parce que c'est difficile à expliquer. Parce que on n'est pas obligé d'avoir un enfant ou de faire des enfants pour vivre et être heureux en fait. Ça n'apporte pas tout non plus, comme on pourrait le penser au début, quoi. Sans pour autant tout remettre en question ou remettre en question le fait que tu aimes ta fille et que tu es très heureuse de l'avoir, etc. Est-ce que ça t'est arrivé de douter et est-ce que ça t'arrive de douter encore aujourd'hui? Bien sûr. Je ne veux pas parler pour les autres, mais on doute toujours quand on est parent. On doute toujours. Mais tiens, est-ce que j'ai fait le bon choix ou même d'avoir un enfant? Est-ce que je suis un bon parent? Est-ce que je suis... Et on doutera toute notre vie. Tout le temps qu'on est parent, on va douter. On est parent pour la vie. Donc, et même si, oui, c'est sûr que je suis très heureuse d'avoir ma fille et que je ne me vois pas dans une autre vie maintenant, mais je me suis déjà dit, mais enfin, parce qu'il y a des moments qui sont durs. Être maman, parfois, c'est dur. On n'en parle pas toujours. On pense toujours que la grossesse, c'est formidable ou que d'être maman, c'est formidable. Tout est rose, tout est... Mais non, il y a des fois où on se dit, mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on se dit,
c'était peut-être trop tôt ou j'aurais dû peut-être profiter encore plus un peu de la vie ou des choses ainsi. Si, ça arrive et ça arrivera encore et je pense qu'on y passe beaucoup, en tout cas passe par là. Donc oui. Mais maintenant, c'est sûr que je ne reviendrai quand même pas en arrière parce qu'il y a toujours plein de petites choses dans la vie de famille qui me font, moi, personnellement, pas regretter. Je suis bien mieux comme ça, dans cette vie de famille-là, que celle d'avant. Mais voilà. Non, il y aura toujours des doutes. Ça, j'en suis certaine. Il y a un moment, tu m'as écrit par message, il faut parler de la maternité. Il y a un paquet de choses à dire sur la maternité. On ne nous dit vraiment pas tout et c'est vraiment loin d'être facile et tout rose. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde ne vit pas du tout la maternité de la même manière. Donc je vais pas parler pour tout le monde, mais c'est dur en fait parce que on dit toujours oui, la maternité c'est naturel, l'instinct maternel viendra tout seul. Non, l'instinct maternel ne vient absolument pas tout seul. Il faut apprendre. Déjà, notre corps, il y a tout qui change. On a 9 mois pour s'en rendre compte, mais déjà, il y a ça. Il y a l'aspect physique qui change, même si moi, ça ne m'a pas tellement dérangé d'être enceinte. Et parfois, c'était même chouette. Mais je sais que pour certaines femmes, c'est compliqué. Et puis, on est un peu toute seule aussi. Je me suis beaucoup renseignée dans les livres et tout ça, mais on ne nous dit pas que ça va être compliqué, que ça va être fatigant, qu'on va se retrouver, on ne saura pas quoi faire parfois. On va se retrouver avec un petit être là qui va arriver qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quoi faire. C'est surtout cet aspect un peu de solitude là. On sait pas, c'est ça ce qui est le plus dur, c'est on ne sait pas ce qui va arriver. Et il faut se dépatouiller avec ça. Et la maternité, c'est compliqué dans ce sens-là. C'est parce qu'une maternité n'est pas l'autre, une grossesse n'est pas l'autre. Et on ne sait pas ce qui va nous tomber sur la tête. C'est quand même, il faut s'occuper d'un autre petit être que soi. Et ça, c'est compliqué. Ça reste un petit humain, quoi, je veux dire. Donc c'est compliqué. On se dit, mais enfin, je suis responsable de quelqu'un. Et ça, du jour au lendemain, c'est chaud quand même. Hein. Responsable de quelqu'un. Tu te dis, c'est ça le plus stressant et c'est ça qui est compliqué. Et ça, on ne te le fait pas voir comme ça. On te dit, la maternité, c'est beau, c'est chouette. Une nouvelle petite arrivée dans la famille, tout beau, tout rose. Mais bon, à côté de ça, il faut gérer tout le reste, quoi. Et en plus, tu es la maman, donc tu es censée savoir. On te dit, c'est toi la mère, donc tu sais, mais non. Alors que l'on pensait en avoir fini avec le vieux concept d'instinct maternel, d'aucuns revinrent à la charge sous couvert d'études scientifiques. Ils s'appuyèrent principalement sur l'éthologie, science des comportements des espèces animales, pour rappeler aux femmes qu'elles étaient des mammifères comme les autres, dotés des mêmes hormones du maternage, l'ocytocine et la prolactine. En conséquence, sauf aberration culturelle, elles doivent nouer avec leur bébé un lien automatique et immédiat par l'action d'un processus neurobiologico-chimique. 10 ans après la théorie de l'attachement de John Bowlby, 2 pédiatres américains proposaient une théorie du lien de la mère à l'enfant. Il y aurait nécessité biologique qu'elle soit mise en contact physique avec son bébé immédiatement après la naissance, pour que des relations satisfaisantes s'établissent entre elle et lui. Convaincu que la femme partage avec d'autres espèces un comportement instinctif, il s'inspire de celle-ci pour l'appliquer aux nouvelles mères. Chez certaines femelles, telles la chèvre, la vache et la brebis, la séparation après naissance, pour une période aussi courte que 4 heures, peut avoir des conséquences aberrantes sur leur comportement maternel, refus de s'en occuper et de les nourrir. Arguant de leur expérience sur les jeunes accouchées, ils affirment qu'elles ont 16 heures après l'accouchement pour établir un contact peau à peau avec leur nouveau-né. Ainsi, la relation mère-enfant et le développement ultérieur seraient meilleurs. Ces effets spectaculaires seraient censés être la conséquence d'une période sensible chez la femme qui vient d'accoucher, durant laquelle elle est hormonalement déterminée à accepter ou rejeter son enfant. La notion de période sensible pour l'attachement maternel fut très vite institutionnalisée. Devant le désespoir et la culpabilité des parents, qui n'avaient pas connu cette expérience, les 2 pédiatres publièrent, en 1982, un nouveau livre qui visait à les réconforter. En dépit de ce manque de premier contact, presque tous les parents s'attachent à leur bébé. D'autres études démontrèrent l'inconsistance de la théorie du lien, car contrairement à la chèvre ou à la vache, la mère humaine n'a pas de comportement automatique. Les hormones ne suffisent pas à être une bonne mère. Elisabeth Badinter, Le conflit, la femme et la mère.
Est-ce que tu peux me raconter le processus, le cheminement de ta pensée au moment où tu as voulu faire un enfant, le moment où tu l'as su, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, comment elle s'est passée la grossesse, comment ça s'est passé les rendez-vous avec les gynécos, comment s'est passé l'accouchement, etc. Tout. En fait, oui, il y a ça aussi, j'ai oublié de te dire. On croit que c'est facile de tomber enceinte, mais non. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a plein de trucs à savoir. Et je me dis, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui tombent, il y a des filles qui tombent enceintes comme ça. Et non, en fait, c'est hyper compliqué parfois. Pour certaines, il faut contrôler, il faut savoir quel cycle et tout ça. Donc déjà ça, tu rentres dans un système où tu te dis, allez, il faut réfléchir à quel moment il faut le faire et tout ça. Et ça, j'avais peur de ça aussi parce que j'avais pas envie de tout maîtriser. Il faut organiser quoi, un petit peu. Et puis après 6 mois, je suis tombée enceinte et je l'ai appris simplement en faisant des tests. J'avais acheté des tests de grossesse, j'en avais acheté 4-5 quand même au cas où. Et quand j'ai vu, j'ai attendu, je me suis dit, ah oui. Moi, je pensais que j'allais pleurer, que j'allais me mettre dans tous mes états. Ça y est, je suis enceinte, que j'allais courir partout. Ça y est, je suis enceinte. Ben non. J'étais un peu, ah ben voilà, ça y est, c'est fait. C'est un peu bizarre à expliquer, mais voilà, c'est arrivé. Et en fait, j'ai téléphoné d'abord à ma sœur. Bizarrement, j'ai téléphoné à ma sœur pour lui dire, qu'est-ce que je dois faire? Ça y est, je suis enceinte. Enfin, j'étais un peu perdue, je ne savais pas trop bien ce qu'il fallait faire. Et puis, j'ai téléphoné à la maman de ma meilleure amie aussi pour lui dire. Et puis, chez le gynéco. Et moi, je pensais qu'on allait me prendre, qu'on allait avoir vite rendez-vous quand même quand on est enceinte et tout. Non, pas du tout, madame. Venez dans un mois et on verra bien à ce moment-là. Rendez-vous dans un mois. Et voilà, j'avais rendez-vous chez le gynéco tous les mois, comme ça, pour faire des échos. Quand même, ici en Belgique, je pense qu'on en fait un peu plus que vous et encore, mais qu'en France en tout cas. Et voilà, franchement, elle s'est quand même très bien passée. J'ai eu de la chance. C'est vraiment une grossesse calme et cool qui s'est passée. J'ai pu continuer à travailler jusqu'au 9e mois de ma grossesse. D'ailleurs, j'attendais. Et elle est même arrivée plus tard que prévu. Elle est arrivée 5 jours plus tard que prévu. Et je désespérais un petit peu à ce moment-là. Et quand je suis arrivée à la maternité, on m'a dit non, madame, pas maintenant. Le service est rempli. On risque de vous renvoyer chez vous. Donc là, je me suis dit, ah non, ça va pas être possible, ne me renvoyez pas. Et alors, on m'a fait toute la nuit aller faire des tours dans le parking de l'hôpital pour essayer que ça vienne plus vite. Et si ça ne venait pas, on me renvoyait chez moi, quoi. Donc, oui. Ça me paraît logique voilà, dès que j'ai la première contraction, on y va et tout. En fait, pas du tout, mais je trouve qu'on ne nous informe pas assez, quoi. On ne nous dit pas assez ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Donc, et puis finalement, elle est arrivée 24 heures après. J'ai attendu hyper longtemps, mais je suis restée quand même à l'hôpital. Et j'ai eu une première phase d'accouchement par voie basse, où j'ai poussé pendant 1h15. Elle n'est jamais arrivée, elle est descendue de 2 mm, elle était mal mise, elle ne voulait pas bien se mettre. Puis finalement, on m'a proposé les ventouses, mais ça ne marchait pas. Donc elle était trop mal mise, la tête était il fallait vraiment la tourner de l'autre côté. Donc ils ont fait une écho et tout. Il y a une sage-femme qui a appuyé sur mon ventre, qui est montée à califourchon sur moi. Je me souviens, pour vraiment appuyer, oui, quasiment, ça n'allait pas, quoi. On n'en voyait pas le bout. L'expression abdominale est une pratique obstétricale très ancienne qui consiste, selon les termes de la Haute Autorité de Santé, HAS, à appliquer une pression sur le fond de l'utérus avec l'intention spécifique de raccourcir la durée de la seconde phase de l'accouchement. En gros, il s'agit d'appuyer sur le ventre d'une femme en travail pour tenter de faire sortir plus vite le bébé. Sans fondement médical et parfois dangereuse car elle peut provoquer des déchirures, entre autres, cette pratique n'est pas, comme j'ai pu le lire, interdite, mais fortement déconseillée par le HAS. Elle est donc toujours pratiquée, et notamment lors d'un premier accouchement. Puis finalement, ça n'allait pas, alors c'était césarienne d'urgence. Puis voilà, elle est arrivée quand même après un long moment, parce que j'ai commencé à 2h15 et elle est arrivée à 16h55. Donc il a fallu quand même un petit moment pour qu'elle arrive.
Et puis après, salle de réveil. Mais je saignais beaucoup, j'avais une césarienne, donc je saignais énormément. Même la sage-femme m'a dit, madame, ça fait 13 ans que je travaille dans le service, j'ai jamais vu une hémorragie pareille. Donc je me dis, ah bon. Mais bon, je restais cool, ça allait. Je ne stressais pas malgré tout. On nous monte dans la chambre et voilà. Après, on te donne l'enfant, tu t'en occupes. Maintenant, tu as droit à des passages et tout ça. Moi, on venait dans ma chambre, mais c'était beaucoup des stagiaires. J'avais droit à beaucoup de stagiaires qui venaient faire leur examen et tout ça. En plus, je me souviens, des fois, même si c'est sûr, les stagiaires doivent apprendre et c'est hyper important, etc. Mais voilà, je me suis dit, oh, j'aimerais bien avoir une infirmière aussi, parce que là, j'avais vraiment que des stagiaires. Donc les soins étaient encore un peu plus longs, parce qu'ils faisaient vraiment bien attention. J'avais les profs qui viennent contrôler, et franchement, j'avais pas vraiment envie de ça à ce moment-là, parce qu'on est crevé, on dort pas pendant 2 jours avant l'accouchement. Enfin, c'était vraiment fatigué. Et puis après, j'ai pas eu beaucoup de passages dans ma chambre. J'ai vraiment eu les passages obligatoires, enfin, le pédiatre, etc. On vient voir pour Louis, etc. Donc vraiment les trucs basiques. Même la kiné, elle est venue m'expliquer 2-3 petites choses. J'ai dit, ça va, ok, je ferai. Et après, quand on rentre à la maison, on a une sage-femme qui vient voir déjà pour la cicatrice, pour soigner la plaie de la césarienne, enfin la suture de la césarienne. Et puis on a une sage-femme qui vient à la maison. Et heureusement, moi j'ai vraiment eu une super chouette sage-femme. Et puis j'ai recommencé très vite à travailler après, donc je suis restée que 3 semaines à la maison. Mais voilà. Et après, on a un peu lâché dans la nature, parce que la sage-femme, elle ne vient pas éternellement. On se débrouille et on fait comme tout le monde. Je veux dire, comme tous ceux comme tous les parents, on tâtonne et on teste et on voit. On se débrouille. C'est pas évident toujours, mais on se débrouille. Voilà, j'ai pas eu un accouchement non plus. Je ne m'estime pas avoir eu un accouchement difficile. Je pense qu'il y en a bien d'autres qui ont eu un peu plus dur. Et même si la césarienne, voilà, c'est pas chouette, on le sait. Mais bon, voilà. Je me dis, tant que le bébé est en bonne santé, le reste, ça passe après, quoi. Franchement. Qu'elle soit programmée, appelée prophylactique, 2 semaines avant le terme, ou imprévue, et réalisée en urgence au cours du travail, la césarienne consiste à faire naître le bébé et extraire le placenta par voie haute, soit en pratiquant l'hystérotomie, une incision de la paroi abdominale et de l'utérus. Il existe différentes causes pouvant mener à cette situation. Le bassin de la future maman est trop étroit, ou le bébé est trop gros, mauvais positionnement du bébé, le cœur du nouveau-né présente des signes de faiblesse, obstacle à la sortie, grossesse multiple, mauvais état de santé de la mère, décollement prématuré du placenta, accouchement trop difficile, etc. La césarienne se déroule au bloc opératoire et se pratique sous anesthésie, le plus souvent loco-régionale, de la partie inférieure du corps, du type péridurale ou rachianesthésie, et plus rarement sous anesthésie générale. Il existe plusieurs façons d'effectuer une césarienne, techniques de Cohen-Stark, Cherney, Mouchel, etc., toutes avec leurs spécificités concernant le sens de l'incision ou des incisions, horizontale, verticale, transversale, et leur localisation. Dans certains cas, une aide instrumentale, forceps, ventouse, sera utilisée pour faire sortir le bébé. Après extraction, l'incision est suturée, fil résorbable ou non, ou agrafée, et la mère est placée sous surveillance pendant 2 heures pour s'assurer qu'il n'y ait pas de complications. L'ensemble de l'opération dure entre 30 et 60 minutes. Après une première césarienne, même si les césariennes itératives sont fréquentes, 50% des cas, il est tout de même possible d'accoucher par voie basse lors de grossesses ultérieures, mais sous certaines conditions. Et il faut attendre entre 6 et 12 mois pour que la cicatrice ait le temps de se consolider afin d'éviter ce qu'on appelle une rupture utérine. En gros, c'est une déchirure spontanée de l'utérus qui peut provoquer l'expulsion du fœtus. Il n'est pas recommandé de faire plus de 4 césariennes. Cette pratique, mais pas uniquement celle-ci, n'est pas sans risque et il y aura également plus de risques pour les femmes de plus de 35 ans de faire une hémorragie suite à une césarienne. La question là, c'est quelle a été ta relation au milieu médical par rapport à cet événement, par rapport à ta grossesse? Déjà, je voulais pas dire que j'étais infirmière, parce que sinon, on pense qu'on sait. Non, on sait pas forcément. Franchement, n'importe qui, on aime bien quand même d'être rassuré. Et en plus, on sait bien que les rendez-vous, c'est déjà fort rapide. Ils n'ont pas le choix. En tout cas, moi où j'étais, c'était fort rapide. C'était, allez, voilà, on fait la petite écho, etc. Et en plus, on m'envoyait à droite, à gauche parfois. Et ah oui, j'ai eu aussi un cas
On m'avait fait peur à la fin de ma grossesse en me disant « Madame, ça va être un bébé énorme, vous avez beaucoup de liquide amniotique, il faut le sortir, absolument. » Puis alors on m'envoie chez un autre, « Oh ben non, ça va aller, on peut encore laisser le temps. » Puis on me renvoie chez un autre, « Non, Madame, attendez, votre bébé a un souci. » Enfin c'était... Ah oui, ça c'était, j'avais oublié. Heureusement ça ne m'a pas marqué, mais finalement quand j'y repense, oui. Et c'est le problème du milieu médical, c'est que... Et c'est ça que je pense que si j'ai un deuxième enfant, je vais faire les choses autrement. J'aimerais en tout cas faire les choses autrement, aller vers quelque chose de plus simple et plus naturel. Parce que là, c'était trop médicalisé. C'est ce qu'elles font tous les jours, elles. Mais nous, c'est tellement un événement pour nous, on ne le ressent pas de la même manière. Donc, voilà, on accouche, puis après, ils doivent aller accoucher d'autres dames. Donc, mais la relation a été fort distante. Quand même, j'allais juste à mes rendez-vous et voilà, c'était tout, je rentrais, puis après on se débrouille un peu tout seul, quoi. Donc, c'est comme ça que moi, en tout cas, je l'ai ressenti. C'est pas le cas de tout le monde. Et pour une prochaine, j'aimerais bien aller vers vraiment, si je pouvais même aller vers une maison de naissance ou quoi, je pense que je le ferais plus naturel, quoi, plus cool, Moi, mon rêve, ce serait d'accoucher à domicile, par exemple, mais bon, c'est pas toujours faisable, hein, donc surtout après avoir eu une césarienne. Il existe différents endroits où vous pouvez accoucher. Dans un hôpital, dans une clinique, dans une maison de naissance, sur un plateau technique et à domicile. Accoucher en France coûte en moyenne entre 300 et 3000 euros et la sécurité sociale rembourse environ 400 euros. À l'hôpital, soit la maternité publique, l'accouchement, s'il se déroule normalement, est réalisé par une sage-femme. Le gynécologue obstétricien n'intervient que si l'acte médical s'impose. Par exemple, pour une césarienne, un accouchement par le siège, la naissance de jumeaux, l'utilisation des forceps, etc. Les médecins et sages-femmes qui vous prennent en charge ne sont en général pas ceux que vous avez pu voir lors du suivi de grossesse. À l'hôpital, les frais d'accouchement et frais de séjour, jusqu'à 12 jours, sont pris en charge dans la limite des tarifs de l'assurance maladie, normalement à 100%. Et vous ne devrez pas faire l'avance des frais, que ce soit pour les examens pendant la grossesse ou l'accouchement, sauf quelques exceptions du type chambre privée, etc. À la clinique, ou maternité privée, le travail, soit le moment où commencent les contractions régulières jusqu'à ce que le col de l'utérus soit complètement ouvert pour permettre la sortie du bébé, en gros 10 cm, est pris en charge par une sage-femme et l'accouchement est effectué par un gynécologue obstétricien. Il est possible d'accoucher avec le même médecin qui vous a accompagné pendant la grossesse. Mais attention, j'ai pu lire et entendre que ce n'est pas toujours le cas. Dans les cliniques, les frais sont globalement plus élevés qu'à l'hôpital public. Les médecins peuvent pratiquer des dépassements d'honoraires à votre charge et vous devrez parfois faire l'avance des frais. Qu'il s'agisse d'un hôpital public ou d'un hôpital privé, la durée du séjour à la maternité est entre 3 et 4 jours si l'accouchement se fait par voie basse et 5 et 6 jours si l'accouchement se fait par césarienne. Depuis 1999, il existe différents classements dans les maternités privées comme publiques. Il ne s'agit pas du tout de critères de qualité, mais d'une simple organisation des établissements hospitaliers et cliniques en fonction des services disponibles. Du niveau 1 pour la prise en charge des grossesses normales, au niveau 3 pour la prise en charge des grossesses à haut risque. Il faut savoir qu'il existe des alternatives aux hôpitaux pour un accouchement dit plus naturel. En revanche, elles ne sont possibles que sous certaines conditions. En général, si la grossesse est jugée sans risque ou complication. Il faudra donc y renoncer dans le cas de grossesse gémellaire, de présentation par le siège, de menaces d'accouchement prématuré, d'antécédents de césarienne, etc. Depuis 2015, il est possible d'accoucher dans une maison de naissance. Elles sont gérées par des sages-femmes et sont contiguës à un établissement de santé avec lequel elles passent convention en cas de complications ou de nécessité de transfert. L'accompagnement de la maman y est global, depuis le suivi de grossesse, l'accouchement, jusqu'aux suites de couches, et est réalisé par une seule et même sage-femme. En revanche, elle n'assure ni l'hébergement des patientes et de leur nouveau-né, la patiente sortira dans les 3 à 24 heures après l'accouchement, ni la prise en charge des urgences obstétricales. Du côté de la médicalisation, il est réduit au minimum. Pas de perfusion systématique, pas de monitoring en continu, les épisiotomies sont quasi inexistantes, et il n'est pas possible non plus de demander la péridurale. Le plateau technique peut être une alternative et un entre-deux idéal pour celles qui ne souhaitent pas une naissance médicalisée, mais qui veulent néanmoins bénéficier d'une aide médicale si la situation l'exige. En gros, l'hôpital met à disposition de sages-femmes agréées une salle entière équipée pour l'accouchement. Enfin, l'accouchement assisté à domicile
AAD, il peut être pratiqué par une sage-femme ou un médecin libéral qui a contracté les assurances nécessaires. La sage-femme est généralement seule avec son propre matériel, il n'y aura donc pas de péridurale. En cas de complication, elle peut demander le transfert dans une maternité et vous pouvez aussi changer d'avis jusqu'à la dernière minute. Il est donc impératif que le domicile soit situé suffisamment proche d'une maternité dans laquelle vous devez être inscrite malgré tout. Pour ces 3 alternatives, il faut compter plus ou moins 1 000 € pour l'accouchement. Comment tu éduques ta petite fille, puisque c'est une fille, et est-ce que tu penses que tu l'éduques ou que tu l'éduqueras différemment d'un garçon, c'est-à-dire la protéger un peu plus, faire un peu plus attention Non, je l'éduque comme je peux. Sincèrement, je l'éduque comme je peux, un peu au feeling, parce que je me suis dit, avant d'être maman, je me suis dit, ouais, moi, si j'ai des enfants, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Eh ben non, en fait, c'est pas comme ça, comme ça, comme ça. On fait comme on peut. Franchement, c'est un peu bateau à dire, mais et puis j'avais plein d'exemples que je voulais un peu suivre, style Montessori ou des trucs comme ça. Et puis on se rend compte que, il y en a qui arrivent très bien. Moi, c'est pas toujours mon cas, donc, mais sans le vouloir. J'ai plus de schéma d'éducation comme j'aurais voulu. En tout cas, pour ma part, c'est pas possible. Je fais vraiment un peu au feeling. Mais j'essaie quand même de faire les choses bien, mais on n'est jamais sûr que ce soit bien ou pas. Donc, et je pense pas que j'éduquerai un garçon différemment. Je pense vraiment pas. Maintenant, j'ai pas de garçon, donc je suis pas bien placée pour le dire. Mais je pense que je le protégerai de la même manière, il n'y a pas de raison. Et je pense que la société est difficile et dure pour tout le monde, fille comme garçon. Et une sensibilité, un garçon peut être aussi sensible qu'une fille, il n'y a pas de raison. Et je pense qu'il faut les protéger de la même manière. Je ne suis pas pour dire, ouais, un petit garçon, ça ne doit pas pleurer, ça doit être dur, être fort. Non, pas du tout. Donc non, je ne pense pas que j'éduquerai de manière différente une fille qu'un garçon. Tu m'as aussi dit par message, j'aime bien quand on m'écrit des choses parce que moi je l'ai... Ah, tu m'as dit ça? Tu vas voir, je vais te la ressortir celle-ci. Tu m'as dit par message, parfois je me vois avec 3 enfants, mon rêve depuis toujours, et puis parfois je me dis que même en faire un deuxième, je suis pas sûre. Oui, c'est vrai. Dans les moments les plus difficiles, il y a des moments difficiles dans la maternité. Dans les moments où on est fatigué, dans les moments où on a moins de temps pour soi, dans les moments où ça va pas toujours non plus dans le couple, parce qu'un enfant c'est un bouleversement, que ce soit dans un couple, dans une vie, pour soi, on est quand même à 2, ça change la donne. Mais on revient toujours quand même, si je devais te dire là maintenant, oui, dans ma tête je ferais quand même un deuxième malgré tout, parce que pour moi ça reste un bonheur, de la joie, etc. Mais il y a des moments difficiles, parce que un enfant accapare beaucoup aussi, c'est normal. Donc je me dis 2 enfants, c'est doublement... Donc voilà. Mais c'était surtout pour ça que je disais ça, parce que des fois on se dit, mais enfin, qu'est-ce qui m'a pris quand tu es vraiment au bout du bout, qu'elle pleure, que tu ne sais pas trouver pourquoi est-ce qu'elle pleure, que ça ne s'arrête pas. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Une question par rapport à ça, si tu avais su tout ça, tout ce que tu sais maintenant, oui. Tu l'aurais fait quand même? Je l'aurais fait quand même. Ah oui. Ah oui, parce qu'il y a peut-être des mauvais côtés encore, avec des gros guillemets, c'est quand même pas non plus, je veux dire, voilà, il y a bien pire que ça dans la vie. Donc non, mais oui, c'est à côté de ça, pour ma part, c'est un bonheur, et en effet, ça me conforte dans ma vision des choses, et j'allais dire dans mon choix, mais ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait, et que oui, je le savais que je voulais avoir un enfant, et inconsciemment, et que j'allais vers là, et que c'était le bon chemin. Oui, non, je regrette pas. Je regrette pas, parce que maintenant je me vois pas sans enfant. Non, je me vois pas sans elle. Du coup, il y a ce que toi tu te dis, mais il y a aussi ce que les gens peuvent dire. Alors, est-ce que, avant même que tu en aies une première, est-ce qu'on t'avait fait des remarques en disant quand est-ce que tu en fais un ou pas? Et est-ce que maintenant que tu en as une, est-ce qu'on te dit aussi quand est-ce que tu en fais un deuxième ou pas? Avant de l'avoir, non, parce que je l'ai quand même eu à 26 ans.
Donc je ne m'estime pas l'avoir eu trop tard. Maintenant, oui, je sais que chez certaines de mes amies qui ont déjà peut-être la trentaine, elles en ont reçu, malheureusement. Elles en ont reçu des remarques. Mais pour le deuxième, oui, on m'a déjà fait des remarques, oui. Oui. Oh, ben, il est peut-être temps de faire un deuxième parce qu'elle va grandir. Ou alors, elle a peut-être un peu difficile à partager, il serait temps de faire un deuxième. Comme ça, elle apprend. Enfin, voilà, des petites remarques comme ça, mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Voilà, je pense que c'est tellement ancré dans notre société qu'il faut avoir un deuxième. Et parfois, l'âge idéal, c'est 2 ans entre les deux. Enfin, j'ai déjà vu ça. Non, je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal. On fait un peu comme on veut, on fait comme on le sent, on fait comme on peut. Du coup, le fait d'avoir des enfants pour une femme a été, elle est toujours encore un peu perçue comme révélateur de son identité de femme. Pour toi, est-ce que l'on devient femme par la maternité ou au travers de la maternité? Et est-ce que tu te sens plus femme maintenant que tu es mère? Non. Pour moi, je ne me sens pas plus femme depuis que je suis maman. Maintenant, peut-être pour d'autres, oui, hein, mais pas pour moi en tout cas. Et d'ailleurs, oui, je m'étais dit avant d'accoucher, ça va me faire devenir plus mature dans un certain sens, etc. Mais à ce niveau-là, j'ai pas vraiment même l'impression que ça a beaucoup changé en fait. Je me laisse un peu vivre et voilà. Du coup, c'est quoi une vie avec un enfant? Une vie avec un enfant, c'est une vie pleine d'inattendus. C'est ça. Tu peux rien prévoir. Plein d'imprévus. Voilà, c'est plus ça. Plein d'imprévus. C'est si tu prévois, mais tu n'es plus maître de toi-même. Donc, je veux dire, tu n'es plus toute seule. Donc c'est ça. C'est vraiment ça ma définition. C'est une vie pleine d'imprévus, mais plein de bons et de moins bons imprévus. Hein. Il y a les deux. Hein. Tu peux moins prévoir et moi qui étais fort organisée, qui aimais bien faire vraiment des plannings pour tout, j'ai dû revoir un peu ma façon de vivre, on va dire. Mais c'est cool, ça fait du bien aussi. Donc, Est-ce que tu aurais pu imaginer ta vie sans enfant? Difficilement. Oui, difficilement. À tort, peut-être. Peut-être que c'est moi qui, depuis toute petite, je me suis tellement mis dans ce schéma-là, comme je t'expliquais, qu'avoir une vie sans enfant, j'aurais la pression, moi, d'avoir loupé quelque chose. Alors que quand on y réfléchit bien, et quand on entend un petit peu d'autres avis, etc., qui sont très pertinents, non, en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfant qu'on ne réussit pas sa vie. Je veux dire, au contraire, pas du tout. Donc, mais pour ma part, en tout cas, c'était un but que j'avais. Et oui, j'aurais eu un ressentiment. Oui, j'aurais eu un manque. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent? Oui. Donc, non, merci, au revoir. Si, sincèrement, je vais dire sincèrement ce que je pense, c'est faites ce que vous voulez. Le reste, on n'en a rien à faire. Franchement, vous voulez, vous le faites. Vous voulez pas, vous le faites pas, vous faites comme vous le sentez. Et la société, tant pis. Parce que si c'est pour une pression sociétale ou quoi, non. Il faut vraiment le faire avec ses tripes et le faire, voilà. Et il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun est maître de sa vie. Chacun fait ce qu'il veut. Et des fois, c'est bien et c'est très bien de se remettre en question sur le pourquoi on veut des enfants et pourquoi on n'en veut pas. Et si tout le monde se poserait un peu plus la question, je pense que ça irait mieux. Voilà. Et puis, il n'y a pas de code. Même si on pense qu'il y en a un, il n'y a pas de code. Chacun a le droit d'être celui qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Moi, j'ai voulu avoir un enfant. Toi, par exemple, t'en veux pas. Voilà. Chacun, je suis pas à ta place, je suis pas à la mienne, donc ça me dépasse un peu, tu vois, ce jugement qu'il y a par rapport aux gens qui ne veulent pas d'enfants ou même par rapport aux gens qui veulent beaucoup d'enfants. Enfin voilà, ça va dans les deux sens, mais non, chacun est libre. Chacun est libre. Je pense que c'est vraiment ça. Mais pour tout, hein, des fois on a un peu tendance à l'oublier, on passe un peu à côté parce qu'il y a une pression qui est là, parce qu'il y a un schéma qui est là, alors que on ne sait pas très bien pourquoi on est là et franchement, chacun a le droit de mener sa vie comme il l'entend. Enfin, dernière question, est-ce que tu es épanouie? Oui.
Oui, je crois. Non, c'est ce qu'on me dit aussi depuis que je suis maman. Ça, on me l'a déjà dit, que j'étais un peu plus épanouie, même à la maternité. On me l'a dit, mais madame, vous êtes quand même une maman pas très stressée, hein, ça fait du bien. Donc oui, non, mais oui, je pense. Je pense que j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé un peu un rôle et ça me manquait moi quelque part avant. Même si c'est difficile et même si parfois c'est galère et voilà, tout le monde le sait, avoir un enfant c'est pas toujours facile, mais si. Moi en tout cas pour ma part je suis épanouie et j'espère le rester encore longtemps. Voilà, ça va. Ouh là là. C'était Môme de Laura Bois, réalisé par elle-même avec sa propre voix et ses petits moyens. Merci à Mélanie d'avoir partagé son histoire avec vous et moi. Et merci à vous qui m'écoutez, me soutenez et m'envoyez parfois des mots d'amour, ça fait un bien fou. Sinon, j'ai changé d'hébergement, le podcast ne sera donc plus disponible sur SoundCloud, mais tu peux le retrouver gratuitement sur Encore ou sur des applications podcast. Et bien sûr, tu peux toujours l'écouter sur iTunes, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésite pas à m'envoyer tes remarques, idées ou propositions sur Instagram @mom_podcast ou par mail mompodcast@gmail.com. Et bonne nouvelle, on se retrouve normalement en septembre pour un nouvel épisode. Et toi, t'en veux des mômes ?